merci beaucoup d'être là. Si vous êtes là, c'est qu'on va aborder ces questions sur la santé. Question évidemment de fond, au cœur du sujet de la vape. Et pour en parler avec nous, on a des stars aujourd'hui sur ce plateau. Vous avez dit 2 stars, moi je dirais 5 stars. On a 5 stars sur ce plateau. On va commencer par très rapidement se présenter les uns les autres. You have approximately 20 seconds to present yourself. And we start with you, Riccardo. Good afternoon. My name is Riccardo Polosa. I'm a doctor and now the director of the Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction at the University of Catania. Thank you. Merci d'être là. À côté de vous, on a Konstantinos. Welcome. Hello, I'm Dr. Farsalinos and you can search me on Google. Voilà, si vous voulez savoir qui il est, vous faites un petit Google. Et comme ça, on économise 20 secondes, ce qui est déjà pas mal, hein, parce qu'on est timé à 1 heure. Thank you very much. Et à côté de vous? Oui, absolument. Bonjour, je m'appelle Françoise Gaudel et je suis du groupe Je ne fume plus. Alors, juste un mot sur le groupe Je ne fume plus. C'est un groupe sur Facebook. C'est un groupe d'autosupport d'aide à la défume de 13 700 personnes. Donc 13 600 personnes où on s'entraide les uns les autres, on se pose des questions et on se donne des conseils sur Facebook. Je ne fume plus. À côté de vous? Ouais. We have English speakers in the room here. Okay, so it's a page on Facebook where we help each other to stop smoking and we talk about the vape. And on this page, there are approximately 14,000 likes, 14,000 people on the page sharing on the subject. À côté de vous, donc c'est Vanessa. Bonjour, Vanessa Delarue. Je suis créatrice d'un petit réseau de boutiques depuis 2012 et je suis ici en tant qu'administratrice du groupe Facebook Vape Info Service qui est né à l'issue du groupe Moi sans tabac les vapoteurs du Moi sans tabac l'année dernière. La toute petite différence par rapport à Je ne fume plus, c'est qu'on ne traite que de vape. Ok. Françoise traite de toutes les moyens de sevrage. Same. It's a page on Facebook called Vape Info Service. The only difference is that they only talk about vape and vaping, whereas you talk about how to quit smoking, right? Et on a Jacques. Jacques, 2 mots quand même pour se présenter. Tout le monde vous connaît, mais on aime vous écouter, vous entendre. Qui êtes-vous? Bien, moi, je suis scientifique, tabacologue. Et je m'occupe de nicotine, c'est mon sujet de prédilection depuis bientôt 35 ans. Et j'ai suivi la vape de très près et voilà, j'ai été conquis par ce produit qui est une vraie révolution pour les fumeurs pour arrêter de fumer. Et donc je fais tout ce qu'il faut pour que la vape progresse. Alors, un mot sur le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, c'est les questions sur la santé et la vape au travers des réseaux sociaux. Et donc ça, c'est ma première question pour vous, Jacques. Pourquoi ce sujet? Pourquoi spécifiquement les réseaux sociaux? Alors, parce qu'on s'est rendu compte que les réseaux sociaux sont une source de recherche d'informations très importante. Et puis, parce que je connais, je pratique, j'interviens de temps en temps aussi bien sur Je ne fume plus que sur Vape Info Service. Et je pratique aussi en boutique. Je passe des journées en boutique et je me rends compte que, quelque part, les questions auxquelles les boutiques sont confrontées sont les mêmes que l'on retrouve sur les médias sociaux, puisque ce sont des fumeurs, ils se posent tous les mêmes questions, ils ont tous les mêmes peurs. D'accord. Et donc, voilà, il y a une base commune qui est là. Et... D'accord, donc en gros, est-ce qu'on peut s'engager sur une sorte de kit, puisqu'ici, il y a beaucoup de professionnels évidemment dans le public, c'est vous donner aussi les clés, des éléments de réponse pour ces questions que vous pourriez avoir dans votre quotidien. C'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, tout à fait. D'accord, donc on s'engage là-dessus. So, Konstantinos, Riccardo, the concept is very simple. We have 2 representatives here of the social media and they have lots of questions. They are going to tell us all the questions and you give us the answer. Very simple words, as we are not all English speakers here. Very slowly, so that we can use all these answers and tips in our shops, in our professional life. Ok, donc Françoise, Vanessa, qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux? C'est quoi les grandes questions, le top 3 des grandes questions? Par rapport à la santé, parce qu'il s'agit bien de ça, quand quelqu'un arrête de fumer et veut démarrer la vape, il se pose plein de questions. Pas vous,
parce que vous connaissez la vape. Vous savez les pratiques, vous savez vous en servir, vous avez l'habitude de la vape. Quelqu'un qui débarque dans le monde de la vape, il vient ici, il est effrayé. La première question qu'on se pose quand on imagine vapoter, c'est est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dedans? Pour ma santé, c'est quoi qu'il y a dedans? Parce que qu'est-ce que je vais entendre dans mon entourage? Je vais entendre mais qu'est-ce que t'as ce truc? Mais tu fumes encore? Mais tu sais pas que c'est dangereux ce truc-là? Donc la première question qu'on a, la toute première, quand les gens débarquent sur Je ne fume plus, c'est qu'est-ce que ça contient? Right, so the first question they have on these social media is, what's in it? Do we know what's in the vape? What are the different contents of the vape? Most of you know that there's a lot of research going on trying to characterize the aerosol from vape. Obviously, vape aerosols are not risk-free. Nothing is risk-free. They still contain some chemicals. The good news is that those chemicals that are contained in the aerosols are at levels much, much less lower than in tobacco smoke. Are we sure about this? I'm positively sure about this. Probably we need to do a little bit more investigation on constituents, elements, substances that never been measured before. So I call them the unknown unknowns that needs to be investigated, and for which still we don't really know whether there is a disease associated or not. Because if you want to translate this, and then I'll complete. Yeah, I will translate first. Donc, la première chose, c'est que d'abord, il n'y a aucune chose qui n'a pas de risque. Et ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est là où on est sûr, quasi à 100%, c'est que certes, il y a des éléments négatifs, nocifs, si je puis dire, dans la vape, mais qu'ils sont bien moins présents, bien moins nombreux, ou en tout cas à un niveau bien moins important que dans la cigarette. Jacques, vous m'arrêtez hein, si ma traduction n'est pas correcte. Right, keep going. I mean, there are a lot of studies now trying to find hyperbolic parallel in between COPD caused by smoking, which is very well known, and COPD caused by vaping. I actually smile because these aerosols are completely different, and probably if they do cause diseases, they will cause some disease maybe in 100, 200 years that it's not even been a COPD, maybe something completely different, because completely different are the unknown unknowns contained in the aerosol. Jacques, vous voulez traduire ça? Oui, en fait l'idée c'est que on sait par exemple que le tabagisme va induire ce qu'on appelle la BPCO, c'est-à-dire de l'emphysème, des problèmes respiratoires très intenses. Et il n'y a aucune raison que la vape produise ce genre de choses. Par contre, dans ce que Riccardo appelle les quelques inconnus, hein, les choses, il y a forcément des petites inconnues. Combien de temps faudra-t-il pour éventuellement démontrer s'il y a quelque chose? Peut-être il faudra 100 ans, peut-être il faudra 200 ans. Mais ça n'aura rien à voir avec la BPCO, ça n'aura rien à voir avec les maladies qu'on connaît qui sont, elles, liées au tabagisme. Donc ce que vous dites là, c'est qu'il y a des inconnus, c'est clair? C'est ce que Riccardo a dit, c'est-à-dire que rien n'est sans risque, il n'y a pas de risque zéro. On sait que pour la très très grande partie de la composition de la vapeur, il n'y a pas de souci à se faire parce que les quelques substances à risque sont à des niveaux qu'on va dire des traces et qui sont parfois même inférieurs à ce qu'on a dans l'environnement, dans notre propre maison. D'accord. Konstantinos? Yeah, my response is going to be a bit challenging for the translators and difficult, so pay attention. We know what the e-cigarettes, and mainly we're talking about liquids, should contain.
The problem is that the vast majority, if not all, of the manufacturers don't know what they put inside, and they don't know how much they put inside. It's just that they're lucky that in most cases they put things which are not really bad. But I don't think that that vapers, including myself, deserve to just use our good luck in what we vape. The problem is that the manufacturers, in most cases, and I'm pretty confident about that, don't really know what to put and how much they put. It's just very good luck that the e-cigarette by nature is quite a safe product. And the materials that are used are mainly coming from the food industry. So at least when they are absorbed, for the vast majority of cases, so when they are absorbed in the blood, we know that they are quite safe. The questions that remain are relevant to the route of intake, which is the respiratory tract, which is something new, something different, and something that will need years to be resolved. So go on with the translation, that will continue. Donc Farsalinos nous dit que le problème, c'est que la vaste majorité des producteurs de liquide, quelque part, ne savent pas exactement ce qu'ils font. Ils font des mélanges avec des choses qui, on le sait, n'apparaissent pas spécifiquement dangereuses. Mais on peut se poser des questions tout de même sur l'association de certaines substances. Et on n'a pas de recul suffisant, quelque part, pour comprendre que, parce qu'on travaille principalement avec des substances qui sont alimentaires, qui sont donc faites et qui sont métabolisées de façon tout à fait normale lorsqu'on les prend par la voie orale, se pose la question de qu'est-ce qui pourrait se passer à long terme avec ces substances, compte tenu du fait que là, le mode d'absorption est différent et qu'on passe par le système pulmonaire et non pas par le système digestif. Donc ça nécessite encore beaucoup de recherche et c'est en partie le travail de Konstantinos. So, sorry, what do we reply to these people that ask the question, what are inside? What can we reply to reassure them in the shops, for instance? I'm not here to reassure anyone. I'm here to tell the truth. If it's not reassuring, it's the truth, but it's not reassuring at all. Okay. To be honest, me as a vapor, I also have problems trusting products. It's very difficult for me. I've never seen any manufacturer produce some documentation that they are doing some testing. The EU regulations are in most cases nonsense. They provide zero information about safety of the products or good quality of the products. They were made by people who don't know what the cigarettes are, so why would we expect them to produce a useful regulation? It's just a regulation that people and manufacturers should comply, but it provides almost no information in terms of how good quality the products are. So, unfortunately, the regulations are irrelevant to the health and the safety of the consumers. And the purpose of the regulations should have been to be relevant to the safety and the health of the consumers, but it's not. Alors, Farsalinos insiste sur le fait qu'en fait, effectivement, les producteurs de liquide et autres suivent une réglementation qui a été imposée par l'Europe, mais qui a été faite par des gens qui ne connaissent rien à la vape. Et surtout que finalement, il y a des dépôts au niveau européen quand on veut vendre un liquide, etc. Mais il n'y a aucun contrôle. Les producteurs font ce qu'on leur demande, font des études d'évaluation de la vapeur, etc. Mais finalement, il n'y a pour l'instant aucun contrôle. Et donc, pour lui, en tant que propre consommateur, puisqu'il vape aussi, il dit que quelque part, il a une certaine inquiétude. But what I would like to emphasize, and I think that's the role of vape shops or people on Facebook, is to show the relative risk that exists.
We're not saying it's safe, there's no risk, but it's safer, much, much safer than smoking. Yeah, there is no doubt about it. And despite the unknowns that Riccardo mentioned, and I agree with him, there is no doubt that it's safer. We are absolutely certain, with the exception, of course, of some products which may be very badly produced, and we don't know that, but that's probably the very small minority. But I have 2 tips. First of all, the content of the liquid is something the vapor cannot control. But there is something that they can control. And that's a tip for the vapors who are asking the questions. And what they can control is the quantity, the amount of consumption. And that's, I think, a very good tip for the vapors. The vapors should do 2 things. First, use the simplest of flavorings. The more complex the flavoring, the more unknowns are introduced into the product. And unfortunately, once again, the e-cigarette industry, which is not the most responsible industry you can find out there, is transforming over the years to the use of more complex flavors instead of making them simpler. So they're introducing more unknowns and more potentially bad things. And the second tip for the vapor is to lower the consumption as much as possible. And that means use high nicotine liquids with mouth-to-lung vaping. The transition to DLI, the direct lung inhalation vaping, is associated with multiple the amounts of liquid consumed per day. And that's not a good thing because all the toxins in the aerosol depend on the amount of liquid consumed per day and on almost nothing else. Merci. Vous voulez traduire? Bon, juste un mot donc pour clore ce sujet. La première chose, c'est que le risque zéro n'existe pas. Il y a une chose sur laquelle on est sûr, c'est que c'est moins dangereux que de fumer. Donc ça, c'est déjà la première bonne réponse qu'on peut donner. Et après, il y a 2 conseils. Alors 2 conseils qui vont vous plaire ou pas de la part de notre ami Farsalinos. Le premier, c'est d'abord de dire aux vapeurs de choisir les liquides les plus simples possibles. Parce que moins ils sont complexes dans leur composition, moins il y a de risques finalement qu'on ait ajouté des choses sur lesquelles on ne sait pas leur potentielle dangerosité. Et puis, deuxième chose, et là vous nous expliquerez pourquoi, parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris la nuance, mais le deuxième conseil qu'on peut donner aux vapoteurs, c'est finalement de vapoter le moins possible. De vaper moins. Donc, de vapoter bien plutôt que beaucoup. Et donc, le conseil, c'est à la fois d'utiliser des arômes les plus simples possibles pour éviter les mélanges complexes et surtout utiliser des liquides à fort taux de nicotine de façon à vaper moins, puisque le fumeur s'auto-dose sa propre nicotine. Et lorsque l'on vape avec un système qui permet de faire ce qu'on appelle le bouche-poumon, une inhalation indirecte, on peut vaper des liquides qui sont beaucoup plus élevés en nicotine, et donc du coup on se satisfait plus rapidement et on consomme moins de liquide. Et le problème, c'est que s'il y a des substances toxiques, la toxicité va être d'autant plus importante que le nombre de millilitres de liquide qu'on va consommer dans la journée seront importants. D'où cette recommandation de la part de Farsalinos d'utiliser des liquides fortement nicotinés de façon à vaper moins. Merci. Je précise que cette histoire de vape direct ou indirect, on en parlera ici même demain sur scène. Autre question, peut-être Vanessa. Donc on a cette première question, on a eu quand même des réponses. Donc thank you very much for your answers. It's very clear. So we have some good tips here. Other question, une autre question. Yeah, a lot of remarks in the shops or in Facebook are okay. We have no risk. We have first studies. We have 5, 7, 10 years of time of studies. But for the cigarettes, at the beginning, it was the same. They even said, no, it's safe, it's very good. So people say, okay, you can tell me you have 10 years, but what about in 20 years, in 30 years? And so their question is, you were saying we need more time, we need more studies. How long would you say it would be to give more answers? 5 years, 10 years, 20 years? En gros, combien de temps on a besoin pour laisser la recherche faire son travail et nous donner des certifications sur la vape?
I like to make guesses like this. Let's assume for a minute that vapor products are 50% less harmful than tobacco products. If that's true, the level of, and if they cause the same diseases, which I don't believe is the case, the possibility of developing a lung cancer will not be when you become 40 or 50, but it will be when you become 60 or 70. And the possibility of developing COPD will not be when you become 60 or 70, but when you become 90 or 100. Well, in short term, you'll be dying or something else. You'll be dying because of diabetes, because of high pressure, high blood pressure, or anything else. So we are not programmed to live up to 150 years. So I learned this lesson from population in the Ocean Pacific, you know, Pacific, Tonga, and so forth. They just say, we gotta die or something one day. They have a very karmatic attitude to it. So to cut a long story short, I would say you have many, many more years to live compared to your previous tobacco smoking life. Merci. Donc deux mots d'explication. C'est d'abord, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez Jacques, qu'il faut bien mourir de quelque chose un jour, et que ce qui est sûr, c'est que en étant vapeur, eh bien, on va vivre plus que quand on était fumeur. Voilà, c'est la réponse. Et vous m'arrêtez encore une fois sous le contrôle de Jacques. Yeah, an answer to this? Sorry? Do you want to translate first? Translating already, okay. yeah. So this is a well-known argument used by many that it's still too early and we don't know. First of all, if we to answer your question, when will we know? For your daughter or for your son, maybe we will know, but not for you. We will need 20 years or more from now. It's going to be too late for us. We will be 20 years, 25 years vapors. But coming to the question, I don't think that this is really the problem here. Because whenever you have a new product, every time you have a new product, it doesn't matter what product it is. It's a consumer product, it's a new pharmaceutical. You never release into the market a product after 20 or 30 years of research. And there are many medications that will be used for 20 or 30 years by patients, but you never expect to have 20-year studies before releasing it into the market. You always do what we call post-market surveillance. So, yeah, we know that there are unknowns, and we know that it will take time to know the full epidemiological profile, but I don't think that this is a valid argument against e-cigarettes. And it's not that the tobacco cigarette is always a good comparator. Yes, it's a product that needs long-term use to cause damage, and that's probably going to be the case with the cigarettes. But it doesn't mean that we should compare the very bad effects of smoking with effects from the e-cigarette, which is something very different from smoking. It just looks like smoking. Merci. Alors oui, la réponse à ça, c'est que finalement, cet argument de dire qu'on n'a pas eu le temps de faire des recherches pour savoir vraiment ce que ça cause comme effet n'est pas un bon argument, parce que c'est le cas finalement pour tous les produits qu'on consomme, que ce soit alimentaire ou pharmaceutique. On n'a jamais 20-25 ans de recherche avant de lancer les produits. C'est toujours ce qu'on appelle de la post-recherche. Une fois que le produit est lancé, on en apprend plus sur lui. Donc voilà, c'est pas un bon argument que de comparer ça notamment à la cigarette. Et sur la durée, ça serait 25 ans. Comment ? Et sur la durée, ça serait 25 ans. Oui, c'est ce que j'entends, c'est 20-25 ans. Et donc, en fait, c'est pas pour nous, c'est pas pour notre génération, mais ce sera pour la génération d'après. Voilà. Oui, vous voulez réagir, Françoise ? Une autre question, another question. Les personnes qui arrêtent de fumer suivent l'actualité scientifique. Mais l'actualité scientifique vue par les grands journaux. C'est très marrant parce que les peurs par rapport à la santé suivent l'actualité scientifique. Alors, les journaux parlent très peu
d'une étude fabuleuse qui a été faite par le docteur Polosa sur la BPCO et la vape. Très peu. Par contre, l'actualité et notre actualité du moment, c'est la trouille, la peur de l'infarctus suite à la fabuleuse, terrible, désastreuse étude de Glantz cet été, qui a été reprise par tous les journaux en France et un peu partout. Faites gaffe les mecs, si vous vapotez, c'est l'infarctus à coup sûr. Caput, il n'y a plus. Alors, est-ce qu'il y a un risque au niveau cardiaque? C'est la question que nous posent les gens. Ensuite, la question est comment faire et quels arguments apporter par rapport à l'ensemble des études, des pseudo-études scientifiques qui traînent partout et qui sont reprises par les journaux à clic et qui plombent la vape, qui plombent la santé des gens, qui plombent la santé des vapoteurs. Right, you had the idea of the question. She was highlighting the fact that you've done, both of you, very good studies on the different questions. But in the mainstream media in France, we only highlight the bad studies on the vape. So that was the first comment. And question is, are there some risk that is increase the risk of heart attack or not? So it's for you, obviously. Yeah. And what can we answer to the people that ask these questions? What are the answers? That's an amazing question. And it's amazing because 3 days ago, together with Riccardo and with Reiniora from University of New York, we submitted for publication a study with a title, Are e-cigarettes associated with heart attacks and heart disease? And we analyzed the same study as Glantz, but the 2 latest years, 2016 and 2017. Let me tell you something. Glantz, in his study that was released as a press statement, he analyzed 2014 and 2016. Now, it is a bit weird that he omitted 2015. And it seems that he selected specific years based on the results that he wanted to get. Anyway, the study will be published soon, but to respond to the question... Your study? Yes, ours. I'm just going to tell this. The same population study from the US, but this population study is done every year, so we used the 2 last years, 2016 and 17. Okay, and just translate this. Yes, and we found, that's the response, the result, no association between e-cigarette use and heart disease or heart attacks. Ok. Alors, ce qui est amusant, c'est que tous les deux, ils vont sortir une étude qui s'intitule y a-t-il un lien, un risque entre la e-cigarette et les infarctus et les problèmes de cœur? Ce qui est important de dire, c'est qu'ils utilisent la même enquête annuelle qui est faite aux États-Unis, sauf que Glantz avait sélectionné 2014 et 2016 en omettant 2015, parce que certainement que ça l'arrangeait. Et eux ont refait cette analyse, mais avec les données de 2016 et 2017, où ils montrent clairement qu'il n'y a aucun lien entre le fait de vaper et les maladies cardiovasculaires. Voilà, donc c'est la même étude, mais on ne fait pas parler les chiffres pareils, en fait. C'est ça qui est amusant. Thank you. Another comment? Le problème majeur, the major problem, va être en fait que leur étude ne sera absolument pas reprise dans la presse. That's the point. Even if you publish the best science, that will never appear in the news. Only bad news appears in the news. And I think you just said it. I mean, if you have the news of hundreds of people dying because of collapsed building, are you going to send your journalists to this event, or are you going to send journalists to the hospital where they saved a kid from a very difficult transplant? Come on. That's obvious what's going to happen. However, we clarified that nobody of you is going to die from heart disease, okay? Let me take also another perspective on respiratory symptoms. I was just reviewing a similar study, similar concept, very large survey
on COPD. Conclusion of the authors is COPD is strongly associated with the use of electronic cigarette. One of the major problems with this study is the definition of COPD. So any cough that was reported to your family doctor was automatically categorized as COPD. This does not make any sense, particularly in the vaping world, when you know that when you try a vaping product, you do develop some cough initially. And it's transient, it's gonna take a few days to disappear. We have a problem with the doctor making funky diagnosis, and the funky diagnosis being accepted by important journals. So that's a very... To tell the truth, I was a reviewer and I just highlighted the point, and the editor accepted, and the paper has been rejected. So probably they are learning. Jacques, vous voulez dire deux mots là-dessus? Donc, Riccardo faisait un parallèle non plus sur le système cardiovasculaire, mais sur sa spécialité qui est les maladies pulmonaires. Et donc, on a parlé déjà tout à l'heure de la BPCO, cette bronchite chronique, etc., où il a pu clairement montrer, parce qu'il était en train de relire un article. Vous savez qu'un scientifique, quand il publie un article, cet article est soumis à 2 ou 3 reviewers, des gens qui sont du métier, qui sont aussi des chercheurs, et qui vont critiquer l'article et voir s'il y a des failles ou autres. Et en fait, cet article disait que la vape était cause de bronchite chronique, sauf que le diagnostic de BPCO, qui est quelque chose de très précis, avec une nomenclature, etc., n'était absolument pas respecté. Et la moindre personne qui disait à son docteur qu'elle avait toussé en vapant était classifiée comme ayant une BPCO, ce qui est totalement aberrant. Et donc, le bon côté des choses, c'est que Riccardo a très fortement critiqué cet article en disant que juste médicalement, ça ne tenait pas. Et donc, cet article a été refusé et ne sera pas publié. And so basically, you shouldn't be worried of getting any COPD because of your vaping. And on top of that, we were perhaps one of the few centers following up people with respiratory diseases for up to 3 years in the clinic with the right diagnosis, with the right diagnostic tools, and we were able to show the opposite. People were getting better when they switched from cigarettes to vaping products. Et au contraire, Riccardo a pu montrer dans une étude que le fait de vaper permettait à des gens ayant une BPCO, une bronchite chronique, ils les ont suivis pendant 3 ans avec des examens tout à fait classiques et très pointus, de montrer très clairement qu'au cours de ces 3 années, la santé de ces personnes s'améliorait très nettement. Merci beaucoup. Vanessa, une autre question peut-être? Dans ce top 3 des questions les plus posées sur les réseaux sociaux, on aurait quoi d'autre? I would say all the symptoms they have when they stop smoking. Quasi-systematically, they say, okay, it's due to vape. It's not exactly a question about the studies, but just to say and ask what do you think about that. I stop smoking, there are a lot of things that occur. Mm-hmm. If I have a patch, they say it's because I stopped smoking. If I'm vaping, they say it's because I'm vaping. And after that, maybe after 6 months, 1 year, they realize that the symptoms are not there anymore. They are still vaping. But what would you say about that? How not to confound the symptoms of sevrage? Ouais. Okay, it's quite normal and expecting when you start something new to attribute any symptoms to that. For example, a typical case is smokers who quit smoking with e-cigarettes and they develop productive cough, which they didn't have before. In reality, even a smoker who quits without e-cigarettes, they may very likely have some cough at the beginning of their quitting period because it's a beginning of regeneration of some defense mechanisms in the lungs.
But when I've met people who have quit with e-cigarettes, developed the cough, and they were afraid that the cough was caused by the e-cigarette. And because they didn't have the cough before, they went back to smoking again. So the problem is discussing with the vapers and educating them about things that may happen, but they are not the disaster. It doesn't mean that the e-cigarette is causing problems. But when vapers don't know that, then it's very normal for them to react by thinking that this is what caused the problem. So, and that's where the vape shops play an important role in educating them and in explaining to them what might happen, especially at the beginning when they start using the e-cigarette, so that the smoker is expecting these things and is not, doesn't feel threatened by these symptoms. Alors, la question était, c'est vrai que c'est un des vrais sujets, c'est très souvent on confond les symptômes liés à l'arrêt du tabac avec les symptômes de la e-cigarette ou de la vape. Donc voilà, comment est-ce qu'on différencie les deux? Et la réponse, elle passe effectivement par l'éducation, en fait. Hein. C'est bien expliquer et prendre le temps d'expliquer qu'effectivement, il va y avoir peut-être des effets secondaires, ce que vous appelez des petits bobos, Jacques, et que ces petits bobos, en fait, ils sont liés à l'arrêt du tabac et non pas à la consommation de la vape. Another question. Yeah, you want to react? Not react, just to add something and to simplify understanding on this very important topic that you raised. When you quit smoking, you regain a lot of functional activities in your body. For example, taste, smell, okay? And cough reflex is going to be regenerated back again. Why? Because smoking kills a lot of things. Kills the sensors of the taste, kills the sensors of the smells, and kills the cough receptors. When you quit smoking, all these sensors become active again. And in the case of the cough sensors, even shallow breathing can reactivate the cough. Because we do believe that smoking equates switching, or switching equates smoking, the same exact pattern of reversal to normal functional function is going to happen. And that's exactly what happens. So education is very important, and that's the reason why I spent 5 more minutes trying to educate you about something that normally happens when you quit smoking. Voilà, donc une réaction, c'est qu'effectivement la cigarette et le tabac, ça détruit beaucoup de nos facteurs humains, l'odorat, le goût et même cette capacité qu'on a à tousser, qui est en fait un système de défense. Et finalement, l'arrêt du tabac, effectivement, ça fait tousser parce que c'est le retour de ses sens, finalement. Alors le goût revient, l'odorat revient, mais aussi cette capacité qu'on a à tousser et donc à libérer la gorge des différentes particules, etc., etc. Une autre question, ou alors peut-être des questions du public. Hein, je pense qu'il est temps de prendre des questions du public. You have questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Alors vous vous présentez et vous donnez la question. Merci, Monsieur Polosa. I will ask the question in English if you don't mind. I would like to come back to something that you said earlier with regards to the product safety. So in general, you said there are manufacturers that do not exactly know what and how much they put in their liquids. And we all know how vastly fragmented the liquid space is, with thousands of manufacturers that on one hand are great, have great capabilities in blending aroma essences to liquids, but on the other side do not pay bigger attention assessing the ingredients than what comes from the regulatory side. Then again, we have big companies, such as, for example, big tobacco companies that have huge science departments in the back that do definitely have a different assessment on ingredients. Could you generally say that products from those big companies are in general safer than from the vast fragmented liquid space? 100%. Fully agree. I would very much trust much more a big tobacco company liquid than an independent vape industry liquid. You know,
the big problem is that the e-liquid manufacturers don't create the flavorings themselves. They are, as you mentioned, very good mixers, blenders. They may have a perception of a very nice outcome in terms of flavoring, but they don't make the flavoring themselves. Making the flavoring means taking single compounds and mixing them at amounts and with the combinations that create the flavoring. Almost all the vape industry is having 4 or 5, in the majority of cases, big suppliers of flavorings. These suppliers are not even flavor manufacturers. They also don't know what's in the flavoring. They are retailers, again, and I don't want to mention names, but you know some American companies, they don't make the flavoring themselves. If you ask someone who is a flavoring specialist from the food industry, and you give them the name of the 3-4 major suppliers of flavorings for the e-cigarette industry, they don't know them. They don't exist in the food flavoring market because they are not food flavoring manufacturers. They are also retailers. So the big tobacco companies, they have a very different mentality. They will test every single compound. They will first look at every single compound in a flavoring. No one else is doing that. And they have toxicologists who are going to assess the toxicity potential of every compound at the level present inside the flavoring. The other manufacturers don't even know what the compounds in the flavoring are, let alone know the toxicity. So I agree with you. I would trust much more a liquid coming from a tobacco company than from an independent vaping company, unfortunately. That's the truth, unfortunately. Voilà, donc la question était, est-ce qu'il faut faire plus confiance aux producteurs de liquides, on va dire, classiques, et plutôt que les liquides qui sont produits par les grandes industries du tabac. Et la réponse de Farsalinos, c'est que il faut plus faire confiance à celles qui viendraient du tabac parce qu'il y a finalement plus de recherche, plus de contrôle et plus de studies sur ces produits. Vous m'arrêtez si je ne suis pas correct, mais c'est la réponse. Une autre question. Oui, monsieur. Sur le même... Claude Bamberger de l'EDUS. Sur le même thème des liquides, que pensez-vous des démarches de certification AFNOR qui apparemment décrivent à peu près ce que vous souhaiteriez de la part des fabricants? Can you translate this, Jacques? What do you think about the AFNOR norm that is supposed to do what you are describing? The norm was created now 5 years ago, and I think it needs to update. At that time, it was really one of the first attempts to move things forward and to try to preempt the European Commission to do much more damage, which is eventually doing anyway. However, I think there are good things and bad things in the AFNOR provision. But I think it's time to move on. Now it's time to try to address exactly what this gentleman was saying. We really need to try to understand something that is not strictly related to tobacco smoke. We want to go beyond that. We want to understand whether flowerings are causing problems and so forth. Just to give you a little idea about the AFNOR. AFNOR is just focusing on, rightly speaking, I mean, has historical reasons, on carbonyls, metals, nicotine, and a list of other compounds. And another national standard bodies has developed a similar approach to AFNOR. And now these two regulatory pathways have been compounded inside the technical committee of the European Union, and they're trying to harmonize things. Harmonize is an idealistic word, but
I think we are going towards the right direction if we do not overdo, because overdoing is like paralyzing the industry. Jacques, vous voulez réagir là-dessus? Juste moi, ce que j'entends, hein, ce qui me choque aussi dans l'élément de la réponse, c'est que aujourd'hui, on essaie toujours de certifier, de comparer à la cigarette, et qu'en fait, ce que vous dites, c'est qu'on voudrait aussi qu'il y ait non pas des recherches, mais des certifications qui soient liées vraiment à la vape tout court, et ce que c'est la vape, etc., plutôt qu'à chaque fois comparer à la cigarette, qu'on ait un vrai sujet à part, que ce ne soit pas toujours lié à celui du tabac. Oui, tout à fait. Et puis, Riccardo mentionnait le fait que ces normes AFNOR commencent déjà à dater, elles ont à peu près 5 ans, et qu'on s'est surtout focalisé sur la production de métaux, sur les carbonyles, donc des composés toxiques qui pourraient s'échapper des vapeurs, mais pas suffisamment, par exemple, sur tout ce qui est arômes et mélange d'arômes et tout ça. Et que donc, il faut progresser, il faut affiner ces normes quelque part, mais en même temps, il ne faut pas que ça devienne trop pesant et alourdir les choses au point qu'on annule toute innovation et toute progression dans ce domaine. And I have a comment too. First of all, the comment is related to my previous statement. I think the translation was much softer than the statement itself. But beyond that... Il trouve que nos traductions sont plus douces et plus politiquement correctes que leurs réponses. Il n'est pas satisfait de la qualité de la traduction. Yeah, I'm sure. Concerning AFNOR, you know, sometimes trying to develop standards in terms of setting limits for emissions, like for carbonyls, that's the maximum amount of the X chemical that needs to be present in the aerosol, sometimes they can create more problems than solve any problems. And the second comment that I have is that I don't know many scientists who know things about e-cigarettes being involved in the AFNOR standards, or even in SEN standards with Riccardo. And I'm not really sure who from the scientific part, I'm not talking about the industry, I know it's the industry, but from the scientific part, I don't know who is participating into this process and what's their level of knowledge about e-cigarettes. Because I know many people, many scientists who know things about e-cigarettes, and none of them participate in these processes either in AFNOR or in SEN. Jacques, pour une traduction juste et vraie. Non. Well, on va dire que l'argument principal qui est avancé par Konstantinos, c'est que effectivement, que ce soit la norme AFNOR ou que ce soit la norme CEN au niveau européen, le problème c'est que il ne voit aucun scientifique suffisamment pointu sur la vape impliqué dans la mise en place et le contenu de ces normes. Et qu'il se pose la question de savoir qui définit les limites et pourquoi, etc. Une autre question. Oui. C'est une question pour Jacques. Bonjour. Z, muraliste. À mesure que je conseille de plus en plus de sels de nicotine, parce qu'effectivement, pour passer sur un système petit avec un haut taux de nicotine, j'ai rencontré un petit peu un conflit interne, disons. C'est-à-dire que, en regardant un TPD, effectivement, on n'est pas dans le droit, par exemple, de faciliter la prise de nicotine, ou est-ce qu'on franchirait à un moment ou un autre une ligne jaune en termes de diagnostic, c'est-à-dire que la personne n'arrive pas à vapoter sur du 18, sur du 20, enfin 19, etc., parce que le hit est trop fort, et à ce moment-là, je lui conseille de passer sur du sel parce que je refuse que la personne parte avec un taux de nicotine qui soit inadapté à son besoin. Est-ce qu'à un moment, dans ma démarche, est-ce que je suis dans un espèce de diagnostic dont je n'ai pas le droit de faire? Vous avez compris la question? J'ai du mal à comprendre ta question. Tu vois, la personne vient, je lui conseille un haut taux de nicotine et elle a du mal avec ce haut taux de nicotine, donc je passe sur du sel. Est-ce qu'à un moment je franchis une ligne ou pas en termes de... j'ai pas envie de dire, parce que je diagnostique pas, mais est-ce que je franchis une ligne ou pas? Est-ce que je reste tout à fait dans mon rôle de commerçant à ce moment-là? Est-ce que ta question
porte sur le fait que tu poses des questions sur les sels de nicotine par rapport à la nicotine normale? Non, pas ça, pas ça. Non, pas ça. C'est dans mon rôle de, effectivement, je conseille là un produit, sel de nicotine, plutôt qu'un autre, parce que la personne n'arrive pas à vapoter sur un haut taux de nicotine. Et j'aurais aimé savoir si, est-ce que je reste dans ce rôle-là, je suis tout à fait dans mon rôle de commerçant et pas, tu vois, je franchis pas de ligne jaune qui aille dans le côté médical, tu vois. Okay. So the question is, if you are in front of a smoker, but with throat irritation or COPD or whatever, and you cannot use high nicotine levels unless you will have to use nicotine salts. Okay. His question is, in a way, is he doing the right thing in forcing people to take higher nicotine and facilitate it by using nicotine salts, rather than letting the people go with a lower level? So basically, is he not going beyond a boundary between medicine and just vape shops? If I may, the answer is, it depends very much on the relationship where you have with your customer. I mean, the customer is adult decisions are based on information, and that's what you should do. You say, probably the free-base nicotine is causing a lot of irritation in the back of your throat, and you shouldn't be using any of this product. However, if you switch to a salted, nicotine salt-based product, you may overcome the problem. Your worry, if I'm trying to get you right, is that you're worried to give too much nicotine to the individuals by doing so. But this does not really happen because people will titrate the level of nicotine, and we have way of defending ourselves from nicotine overdosing. Well, his concerns was more that he's making a diagnostic, that, like medical diagnostic, that if he doesn't give enough nicotine, that will fail. But I would say no. That's simply a customer-based decision, and that's it. I cannot see any diagnostic there. La réponse de Riccardo, c'est que de toute façon, le fait de fumer est un choix de la personne, le fait d'arrêter aussi, et que cette personne, elle vient chercher un conseil dans une boutique, et que donc la boutique, justement, c'est son rôle de donner le conseil adapté pour faire en sorte que cette personne puisse arrêter de fumer de façon la plus facile possible. Donc, vous ne franchissez pas la ligne rouge quand vous donnez un conseil sur la nicotine. Last question, dernière question, peut-être. If we don't have any last question, maybe a last word from both of you, an advice you can give to the people that are here. Most of them, they have a shop or they have a business linked to vape. What could you advise them in this subject? Yeah, the answer to the previous question is yes, you are right. You should give nicotine salts and give the highest levels of nicotine possible, which is 20 basically. And that will make the smoker consume less liquid and get as much nicotine as they need. Because the problem has never been that they receive too much nicotine. The only problem that exists with e-cigarettes is that in many cases smokers get less nicotine than they need. And that makes the cigarette less successful. I will end with a tip to the vapers. I know that all vapers, almost all of them, have an obsession of reducing nicotine levels. And almost all achieve nothing. They only reduce the concentration and they get the same amount of nicotine all day. Because what matters is the total daily intake of nicotine. So they think they are reducing nicotine, but they're not. There is only one way to reduce nicotine intake, and that is by gradually reducing nicotine concentration, but always keep the same liquid consumption per day. And this is where 90% of the vapers, if not more, fail. They reduce the nicotine concentration, they increase liquid consumption,
and they end up with using 3 milligrams and vaping 4 times more than what they were vaping when they were using 12 or 16 or 18. And the only way, I will repeat, for vapers to reduce nicotine intake is to combine a reduced nicotine concentration in a liquid with stable, the same liquid consumption per day. That's the only thing that works. Voilà, donc un conseil pour les vapers, c'est que très souvent ils veulent réduire le taux de nicotine dans leur consommation et donc ils le réduisent effectivement, mais ils augmentent le nombre de prises de vape et au final donc ça ne fonctionne pas. Donc la seule règle, c'est si vous voulez réduire le taux de nicotine, eh bien vous le réduisez, mais vous n'augmentez pas le nombre de vape dans la journée parce que ça ne fonctionne pas. A last tip from you, Riccardo, and then you have a plane. For the consumers, I fully agree with what Konstantinos just said. For the vape shop owners and staff, I want to say, keep doing what you're doing with all your heart. Try and keep believing that you are at the forefront of public health. You are promoting health in a very innovative way, and you should keep that very clear in your mind, because it's, yes, you're doing business, but at the same time, you're saving lives. Voilà, et donc le mot de la fin, c'est garder courage, plus que ça, soyez fiers, la tête haute, parce que oui, vous faites du business, mais qu'en même temps, vous sauvez des vies, et c'est ça l'essentiel. Merci beaucoup, thank you, both of you. Merci Françoise. Donc Françoise, votre page Facebook, on rappelle, c'est Je ne fume plus, et Vanessa, vous, c'est Vape Info Service. Voilà, donc vous pouvez directement y aller, vous abonner. Merci beaucoup, Jacques le Houezec, qu'on peut applaudir également, qu'on retrouvera très vite sur cette scène à 15h30, dans 30 minutes. On se retrouve ici, on fait un point sur le marché de la vape, dans 30 minutes ici même. En attendant, profitez du salon, à très vite.